On j'ai, on va revenir rapidement en Côte d'Ivoire pour dire deux ou trois choses et ça fait, moi je le dis honnêtement, ça fait honte, ça fait honte. Vous voyez, voilà un président qui a manipulé tout le monde, un président qui a menti à tout le monde, un président, il est tellement fort dans le mensonge que si vous n'êtes pas assisté par un esprit vif, éclairé, averti, tout de suite, il vous emballe dans son mensonge congénital et génétique. Cet homme est une menace pour lui-même parce que grâce ou à cause de ses actions, il sera traité comme il se doit. Voilà pourquoi je dis qu'il est un ennemi pour lui-même. Ensuite, il a fait de son entourage des menteurs, sans foi ni loi, des corrompus. Et ça fait honte. Je dis ça fait honte. Ça fait vraiment honte. J'ai pu me procurer un certain nombre d'éléments, mais on va revenir, on va revenir un peu en arrière. Je vous ramène ici d'abord, dans ma seconde, hein. On va revenir ici. Je ne vais pas presser, hein, je vais vous faire écouter quelque chose des choses qui vont vous surprendre. Et moi, franchement dit, nous avons honte. On revient ici d'abord. Cette rencontre avec les acteurs économiques est initiée au regard de la saisie opérée par les forces de police burkinabè dans la lutte contre le financement du terrorisme. 900 motos Aloba et 164 tricycles d'une valeur totale d'1 milliard de francs CFA. C'est le butin saisi et présenté à la presse. C'est important. Le matériel devrait servir à la mobilité des groupes armés terroristes. Franck Ouedraogo, Lambert Soba. La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux amorce une nouvelle trajectoire au Burkina Faso. Au CRS de Royaume-Uni, le ministre de la Sécurité présente une importante cargaison de motos de type Absolic Aloba et de tricycles saisis par les forces de police sur le terrain. En violation des règles en la matière, ces moyens roulants étaient convoyés dans un pays voisin. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une saisie de cargaison de 900 motos Absolic et de 164 tricycles sur la RN1 à destination de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni... Depuis le 7 avril 2025, jusqu'à ces jours, c'est-à-dire il y a quelques jours encore dans le mois de mai, personne, une valeur d'1 milliard. Quel est ce commerçant ivoirien qui fait saisir ces motos d'une valeur d'1 milliard et ne s'empresserait pas pour aller au Burkina avec tous les documents nécessaires pour dire ces motos m'appartiennent. Je suis revendeur grossiste, demi-grossiste, voilà les bordereaux de paiement, voilà ceci, voilà cela. Pourquoi il n'y a eu personne pour se présenter? Parce que l'argent des Ivoiriens a été utilisé frauduleusement, illégalement, pour acheter quelque chose pour nuire à la région. J'avais dit, il y a quelques années de cela, aux environs de 2016,
2017. Je dis que Ouattara va déstabiliser non seulement la Côte d'Ivoire, mais la sous-région. À l'époque, je l'avais qualifié de Léviathan, ce gros serpent de mer qui avale tout. Allez-y. Mes vidéos sont encore disponibles. Allez regarder. À cette époque, je n'avais aucune idée que Assimi Goïta serait président. Ibrahim président, le général Thiep, je n'avais aucune idée. C'était même pas Bazoum qui était au pouvoir, c'était Issoufou qui était au pouvoir. Avant que Blaise Compaoré ne tombe, Blaise Compaoré était encore au pouvoir. Avant qu'il ne tombe. Alors, posons-nous cette question. Comment on peut saisir autant de matériel roulant avec une valeur de 1 milliard avec ces temps de difficulté et personne donc nous on serait intéressés de voir, on serait intéressés de voir qui est le propriétaire de ces 900 motos et ces 160 et quelques tricycles d'une valeur d'1 milliard. Personne. Personne. Alors, quand nous parlons d'isolement de Ouattara, ça c'est déjà un. Parce que, en matière de vie dans la relation, c'est-à-dire, au niveau de la société, moi je ne parle pas des philosophes, je ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Dieu, mais pour nous qui croyons en Dieu, nous pensons que chaque action matérialisée physiquement dans la vie actuelle, il y a d'abord une conception spirituelle de la chose. C'est-à-dire que tout ce que Ouattara va subir aujourd'hui, chacun doit comprendre que spirituellement, Ouattara est déjà isolé, rejeté. Attendez, remontez encore le cours de l'histoire. Je dis que Ouattara, Dieu a déjà tourné son dos à Ouattara, et c'est l'expression juste que j'avais utilisée. J'ai dit, Dieu a déjà tourné son dos à Ouattara. Dieu a rejeté Ouattara. Mais, ce ne sera pas comme ça, du tout au tac. Dieu va procéder autour de lui par un certain nombre d'actions, jusqu'à ce que lui-même soit frappé par le coup ultime. Mais il n'écoutera pas, il ne prêtera pas attention. Allez-y encore, c'est des choses qui sont disponibles, vous pouvez les retrouver. Alors ici, une valeur de 1 milliard en direction de Korogo. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire de partis politiques, cette histoire d'élection? J'ai toujours dit, en politique, quand vous dissociez un certain nombre d'événements, vous n'êtes plus dans la réalité politique. Vous n'avez qu'une partie de la situation. Mais si vous voulez comprendre une situation dans sa globalité, mettez les éléments ensemble et commencez à réfléchir comment les éléments sont entrelacés, interconnectés. Et ne les dissociez pas, sinon vous serez à côté de la plaque. Aujourd'hui, là, ici, justifier la destination de ces motos. Donc, à l'instant T, nous présumons que ces motos étaient destinées aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé. À l'instant T, nous supposons que ces motos étaient destinées aux terroristes, c'est-à-dire que Alassane Ouattara, cela veut dire que Alassane Ouattara est à l'origine de ce qui se préparait contre nous.
Je vais répondre à quelqu'un, si vous le permettez. Un certain Moussa Diko, c'est ce qui est malheureux, souvent. Moi, j'aurais souhaité voir quelqu'un d'autre intervenir avec une autre appellation, un autre patronyme. Mais comme c'est un certain Moussa qui dit qu'il est Diko, voilà ce qu'il a écrit. Ouattara a bien contribué à l'effort de paix. Mais je serais, vous savez, moi, logiquement, ça, je ne réponds même pas parce que intellectuellement, c'est incorrect. Moralement, c'est une insulte. À quel effort de paix il a-t-il contribué? Quand c'est lui qui a ordonné aux microbes de couper la tête du petit Toussaint et de faire de sa tête un ballon, j'aurais souhaité que ce soit un membre de ta famille Moussa qui ait la tête décapitée et pour en faire ballon avec. J'aurais vu et j'aurais été heureux de te voir écrire ce que tu as écrit. Si c'était ton petit frère, si c'était un membre de ta famille qui avait eu la tête décapitée et en faire un ballon, je serais heureux de lire ce que tu as écrit. Mais Dieu se souviendra de tout ce que vous faites dans la vie. Ne crois pas que c'est pendant le direct de Keïta que tu as écrit que Dieu, non, tu as menti petit. Dieu se souviendra de ce que tu as écrit. Et j'espère qu'à la prochaine confrontation, peu importe dans quelle partie du monde tu es, peu importe ta nationalité, je souhaite que tu se ressentes dans ta chair ce que les Ivoiriens ont ressenti et continuent de ressentir. Arrêtez d'être des maudits, des maléfiques et des idiots. Ce que vous ne pouvez pas supporter, n'insultez pas la douleur des autres. Les parents du petit Toussaint, jusqu'à la date d'aujourd'hui, attendent de justice. Et toi, maudit, tu viens écrire que Ouattara, il a contribué à l'effort de paix. Quelle paix? Dans quelle partie du monde il a contribué à la paix? Au Mali? En envoyant 49 mercenaires? En Côte d'Ivoire? En bloquant les médicaments d'être livrés aux Ivoiriens? En empêchant la BCAO de procéder au paiement des fonctionnaires ivoiriens? C'est ça, l'effort de paix? En suscitant, quoi? Une rébellion? En menaçant un pouvoir, je vais frapper ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. Je rendrai ce pays ingouvernable, c'est ça la paix pour toi? Que Alassane Ouattara, que tu es dans ta famille, est Alassane Ouattara. Et qu'il vous fasse vivre l'enfer qu'Alassane fait vivre aux autres. Tu comprends? Non, ta façon de parler est mal correcte. Il faut apprendre à bien parler, mon ami. On va continuer d'écouter ça. À la saisie de ces motos pour être employés par nos FDS ou nos VDP Ok. des opérations. D'accord. Maintenant, voilà ce que Alassane Ouattara, voilà ce que on a dit de lui. Je n'ai pas fini, hein. Je vais remonter. Je reviens encore, j'ai pas encore fini. On va écouter encore le même Ouattara ici. On va l'écouter encore. Le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction. On va, ici, je vous ai dit tout à l'heure que si vous écoutez ce monsieur, il va vous embobiner. Vous écoutez ce monsieur, il va vous amener dans Le credo de la politique ivoirienne a toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement Ok, j'ai pas compris Moussa. Il n'y a pas de problème Moussa. Il n'y a pas de souci, on continue. Il n'y a pas de problème. hospitalière. À ce titre, elle continue d'accueillir, en temps de paix ou de crise, des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de vie. C'est ainsi. Alors, on va s'arrêter là un peu, parce que j'ai envie de démonter ce vieillard une fois de plus. Solidarité agissante. Mais Dieu dit, avant de dire je vais faire pour toi au dehors, fais d'abord dans ta propre famille. Il parle de solidarité. Il parle de paix. Mais il faut dire, ne construisez pas un mur de citadelle et de méfiance.
Faites l'économie de la guerre. Faites du dialogue l'arme des forts. Vous allez écouter tout à l'heure ce qu'il prétend, lui. Aïe, 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 aïe. Ouattara, écoutons-le encore, une dernière fois. Que nous avons près de 80 000 réfugiés venus du Burkina dans le nord de la Côte d'Ivoire. 80 000 réfugiés venus du Burkina. Combien de fois n'avons-nous pas indexé le palais ivoirien comme étant à l'origine de multiples tentatives de déstabilisation du Sahel? Combien de fois n'avons-nous pas pointé du doigt Alassane Ouattara comme étant le père de la déstabilisation? Quand vous parlez de recherche de la paix, quand vous nous dites, il n'y a pas de problème, Moussa Diko, c'est compris, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Quand lui, le vieillard là, on l'a vu. Nous sommes prêts à envoyer un contingent au niveau de la CEDEAO pour faire la guerre. Alors que le préfet Félix Houphouët-Boigny, pour la recherche de la paix, dit, ne construisez pas un mur de défiance, une citadelle de défiance. Faites l'économie de la guerre. Parlez et continuez de parler jusqu'à ce que vous trouviez une solution. Mais à peine il était à Abuja, il a pris son téléphone, il a appelé le ministre de la Défense, prépare un contingent pour attaquer le Niger. Ça, c'est ce maudit de président qui nous dit qu'il fait la recherche de la paix, qu'il est dans la logique du dialogue. De quel dialogue il nous parle? N'avons-nous pas arrêté 49 mercenaires au Mali? N'avons-nous pas arrêté des multiples tentatives de déstabilisation du Sahel à travers le Niger, le Burkina et le Mali? Et cette saisie record d'une valeur d'1 milliard en direction de la Côte d'Ivoire, Korogo précisément. Pourquoi il y a eu personne pour réclamer les motos? Et c'est ainsi, combien de les bidons de 20 litres là, à peu près 30 000 litres d'essence, ou bien c'est pas ça, 30 à 50 000 litres d'essence ont été saisis récemment. Niger, Burkina. Quand vous mettez les deux ensemble, à peu près 50 000 litres d'essence. Et les responsables, évidemment, ont été arrêtés. Ceux qui faisaient ce trafic-là ont été tous arrêtés. Pourquoi c'est le nord de la Côte d'Ivoire qui sert de base de déstabilisation? Et l'idiot nous dit, on est dans une dynamique. Ça, c'est un président qui est là. Mais la malédiction que nous avons lancée, c'est pas une malédiction parce que c'est notre malédiction, non. C'est une malédiction au regard de ce qu'il fait, au regard de son comportement. Donc cette malédiction, en fait, c'est lui qui porte en lui le germe de la malédiction. Nous n'avons fait que extérioriser ce qu'il a en lui comme malédiction. Parce que Ouattara est l'incarnation de la malédiction. Donc, quand nous disons certaines choses, nous n'inventons rien, nous ne parlons pas de par notre propre autorité, mais nous parlons du fait qu'il a en lui les germes de cette malédiction. Nous ne maudissons pas. C'est parce qu'il a en lui la malédiction. Et la malédiction est une partie intégrante du Ouattara. Nous ne mentons pas sur lui. Je reviens encore en arrière. Ici, nous ne l'avons pas indexé, le capitaine ne l'a pas indexé comme ça. Il a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Alors, Ouattara veut créer un chaos. Maintenant, ça devient intéressant pour les Ivoiriens.
c'est là que je vous demande de partager chacun 1 million de fois. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi Ouattara s'acharne-t-il sur le Sahel, l'AES, particulièrement? Pendant que le Togo et le Tchad, à moins que je ne m'abuse, chercheraient à entrer dans l'alliance militaire avec l'AES. Parce que le Tchad, ce n'est pas encore bien défini. Je crois que le Tchad veut entrer dans une alliance militaire avec l'AES. Mais être membre apparent de l'AES, ça je ne sais pas encore. Le Togo veut entrer pour que le Togo soit la porte d'entrée de l'AES sur la mer. Et nous, on sait que le petit président du Togo, Faure Gnassingbé, il est très rusé, il est très futé, il est très malin. C'est quelqu'un qui cherche l'argent. Ils ont besoin de notre argent. Donc, si lui, il est membre de l'AES aujourd'hui, au niveau de l'alliance économique, parce que l'AES, c'est un ensemble de paramètres. Un pays peut dire, ah, moi je vais adhérer à l'AES à cause de la monnaie de l'AES. Moi je vais adhérer à l'AES à cause de l'alliance sécuritaire. Moi je vais adhérer à l'AES à cause du marché commun. Et c'est ce que la CEDEAO a compris. Et puis la CEDEAO est venue plaider pour dire qu'on doit discuter jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Et ici, la CEDEAO a compris que l'AES n'est plus isolé. Le Maroc est en train de travailler dur pour ouvrir une porte sur la mer pour l'AES. Le Togo se bat pour ça. Le Sénégal se bat. Donc, contrairement à ce qu'on vous a vendu comme rêve illusoire, utopique, ce que j'ai essayé à ma modeste manière, avec ma modeste petite contribution, en vous disant qu'ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. Parce que l'équilibre budgétaire de ces pays-là, c'est nous qui assurons leur équilibre budgétaire. Comment? À travers les transactions financières. Parce que la balance commerciale est déficitaire avec tous les pays de l'AES concernant la CEDEAO. C'est-à-dire que pendant que la Côte d'Ivoire gagne près de 1000 milliards avec le Mali, le Niger, le Burkina, le Mali ne gagne même pas 200 milliards avec la Côte d'Ivoire. Le Mali ne gagne même pas 1 milliard avec la Côte d'Ivoire, pour être honnête. Si la Côte d'Ivoire se tape 2, 3, 4, 5, 10 milliards, mais nous, on ne gagne même pas 500 millions à la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est déficitaire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et quand il y a une rupture commerciale qui perd, ce trou-là, ce déficit-là, qui va le combler? La Côte d'Ivoire sera obligée d'aller s'endetter sur le marché. Alors, Ivoirien, permettez-moi encore de développer cette partie-là. Il y a une dame qui m'a appelé, elle dit, ah, et ta maman dit l'intellect, quoi, elle a dit, et ta maman dit l'intellectuel des réseaux. Elle dit, ah, et ta maman là. Elle dit, quand tu parles là, elle s'assoit et elle t'écoute religieusement. Elle dit, waouh, quel honneur elle me fait. Elle dit, je te jure, on t'appelle l'intellect des réseaux. Chez nous, en tout cas, ici, c'est comme ça, tout le monde t'appelle. Elle dit, waouh. Alors, permettez-moi de prouver que je suis vraiment cet intellectuel-là. Écoutez ceci. Un pays ne va s'endetter que quand la trésorerie du pays pose un problème. C'est-à-dire, vous dépensez plus que vous ne produisez. C'est-à-dire, vos besoins sont supérieurs à la liquidité que vous avez comme argent. Et Ouattara a mis un poids financier sur la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut pas supporter. Donc, soit vous maintenez cette relation commerciale avec l'AES et vous gagnez, soit vous bricolez cette relation avec l'AES, il y a un déficit et vous êtes obligé d'aller vous financer sur le marché international. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Salut à toi, Mohamed Maïga. Alors,
Merci beaucoup, Ousmane Salgo. Puisque nous, ils nous ont fait palabre, il y a un déficit qui est là. Nous aussi, on a dit d'accord, on prend nos distances. Maintenant, l'argent qui devait rentrer chez eux, nous, on a commencé à distribuer ça avec d'autres pays. Et maintenant, eux, ils ont besoin de cet argent. Alors, comme ils ont fait parler avec nous, ils ne peuvent pas avoir cet argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouattara demande à Kabaniale de monter des dossiers pour aller endetter la Côte d'Ivoire sur le marché, que ce soit le marché de l'UMOA, que ce soit le marché de l'Union européenne ou auprès d'autres institutions financières internationales. Voilà comment la Côte d'Ivoire a fait un endettement surnaturel. Un endettement surnaturel. Parce que nous étions là. Et le vieillard idiot, le dictateur sans foi ni loi, n'a pas compris. Ils ont cru que nous, dans nos pays, il n'y a pas suffisamment d'hommes intelligibles pour comprendre le mécanisme de ce que nous appelons les relations commerciales entre les États. Et nous l'avons très bien compris. On a dit à nos présidents, cherchez ailleurs pour faire entrer les produits chez nous. Laissez la Côte d'Ivoire, laissez le Sénégal. Macky a maquillé les chiffres. La Côte d'Ivoire aussi a maquillé les chiffres. Mais comme Macky n'est plus président, on vient de découvrir pour lui. Mais comme Alassane est toujours président, on n'a pas encore découvert ce que Ouattara a fait. Donc, ils sont obligés d'aller s'endetter ailleurs. Parce que nous, notre argent ne va plus là-bas. Évidemment, il y a certains Maliens, il y a certains importateurs, il y a certains commerçants qui continuent d'aller en Côte d'Ivoire. Ça, leur problème, nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, on a demandé à beaucoup de nos transitaires de chercher ailleurs. Et c'est ce qu'ils font. Et le Togo a compris. Parce que le Togo a vu la manne financière que la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays jalousaient la Côte d'Ivoire à cause de l'argent du Mali et du Burkina qui entrait au niveau du trésor. Beaucoup jalousaient la Côte d'Ivoire à cause de cette manne qui entrait. Cet argent balèze qu'on donnait. Mais nous ont traités de pauvres. On est d'accord, on a pris notre argent sale de pauvres et puis on allait ailleurs. Maintenant, ils sont au plaisir de s'endetter. Ça, vous croyez que nous, on ne va pas comprendre ça? Vous croyez que ça, là, nous, on ne va pas savoir? Vous croyez que ça, on ne va pas expliquer? Alors, donc, je le répète, l'endettement massif de la Côte d'Ivoire à 1. Et ça ne comprend pas 1, là, c'est quoi? Mali, Burkina, on est à l'origine. Il y a un seul point commun. 2 pays, Mali, Burkina. Notre argent, là, on a pris pour aller ailleurs. Alors donc, Ouattara se trouve face à un dilemme. Mais, ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, ne vous en faites pas, on est bien avancé, parce que si je commence à faire passer les bandes audio, les vidéos, sans que je ne plante le décor ici, vous allez comprendre, mais partiellement, ce que je veux, l'essence réelle de mon intervention. Vous allez comprendre partiellement. C'est pourquoi je plante d'abord le décor. Et quand vous allez écouter, et quand je commence à finir, vous allez avoir une compréhension beaucoup plus élargie. Donc, je répète encore ce que j'ai dit. Ouattara n'a plus l'argent. L'endettement exponentiel, la dette a cassé le plafond. Mais il dit, il est encore dans il dit que l'UMOA lui a donné 70% du PIB. Lui, il n'est que entre 30 et 40% du PIB. Mais l'idiot qui dit qu'il a fait des études d'économie et qu'il a un PhD, il n'a pas compris que quand on parle de PIB, c'est la production nationale. Mais ce qu'il oublie, il confond tout. La Côte d'Ivoire n'a pas un tissu industriel qui permet
de financer sa dette. La Côte d'Ivoire est agricole. Aujourd'hui, le Burkina est en train d'avoir plus. Pourquoi nous achetons les produits ivoiriens? Là aussi, je vais faire une petite parenthèse encore. Pourquoi nous achetons les produits ivoiriens? Pour la simple raison que les entreprises au sein du Mali, au sein du Niger et du Burkina, volontairement ont été laissées à l'abandon pour que nous puissions payer avec la Côte d'Ivoire. Et ça, il n'y a pas une école où vous allez vous asseoir, on va vous enseigner ça. C'est ici, vous venez vous asseoir et puis vous prenez ça cadeau. Ils ont fait exprès pour laisser nos entreprises aller à la ruine, pour que nous achetions nos besoins avec la Côte d'Ivoire. Et nous l'avons tellement si bien compris que le Burkina est en train de faire renaître les entreprises. Mais ces entreprises, ce n'est pas pour le Burkina seulement. Attention, le Burkina est d'abord satisfaire le marché national, le marché local. Et ensuite, vendre le surplus au Niger et au Mali. Alors, si on rentre dans ce cirque, qui est perdant? La Côte d'Ivoire. Qui perd le marché? La Côte d'Ivoire. Parce que les faveurs du Burkina ne seront pas les mêmes faveurs avec la Côte d'Ivoire. Donc, le Burkina n'ira pas vendre en Côte d'Ivoire. Tant que nos produits burkinabés sur le territoire malien et nigérien ne sont pas écoulés, on ne va pas permettre, même si c'est CDA, on ne va pas permettre à la Côte d'Ivoire de venir vendre ici. Mais qui perd encore? C'est la Côte d'Ivoire. Qui gagne? C'est l'AES. C'est pourquoi Ibrahim a compris. C'est pourquoi je dis aux Maliens, vous êtes vraiment souvent, vous êtes rigolos. Je parle des opérateurs économiques, je parle des commerçants, je parle des industriels. Moi, je les regarde, ils se plaignent tous les jours. Le Burkina ne se plaint pas tous les jours. Il se plaint, mais pendant qu'il se plaint, le Burkina avance. Et le capitaine a compris. Non seulement la construction de ces entreprises va créer la richesse pour le pays, pour le développement du pays, mais mieux, les jeunes gens vont trouver du travail. Et désormais, c'est le Burkina qui va nous servir. Et les gens n'ont pas compris. Ils veulent toujours attaquer Assimi Goïta. C'est Assimi Goïta qui doit faire. C'est Assimi Goïta qui doit faire ceci. C'est Assimi Goïta qui doit faire cela. Mais Assimi Goïta, c'est vrai, même si on dit que nous sommes en train d'appliquer le capitalisme d'État, Assimi Goïta ne va pas travailler pour quelqu'un. Vous n'avez qu'à regarder le Burkina. Je l'ai dit la dernière fois. Le Burkina va produire son blé. Et quand il va produire son blé, il va transformer sa farine. Le surplus sera vendu au Mali et au Niger. Et vous croyez qu'on va laisser le blé du Burkina qui fait 5 000 francs peut-être les 50 kilos et puis acheter un blé à 17 000, 18 000 ici au Mali? Vous croyez que les gens vont le faire? Ils ne le feront jamais. C'est quand le blé du Burkina sera peut-être épuisé que les gens vont acheter le blé du Mali produit ici. Mais Assimi aussi ne va jamais bloquer le blé du Mali. Pourquoi Assimi va bloquer le blé du Mali? Assimi, pourquoi il va bloquer le blé du Burkina? Pourquoi il va le faire? Pourquoi Assimi ne va jamais bloquer le blé du Burkina? Jamais. Assimi ne bloquera jamais le blé du Burkina. La farine de blé du Burkina. Pourquoi il va le faire? Pourquoi il va le faire? Mais le Burkina a mieux compris que le Mali. L'entrepreneur burkinabé a mieux compris que l'entrepreneur malien. L'industriel, l'opérateur économique burkinabé, ils ont mieux compris. Et le capitaine est à côté de son peuple parce que le peuple a compris et il accompagne le peuple. Nous développons ça pour dire aux uns aux autres que l'AES est au travail. Pourquoi aujourd'hui, j'ai pas encore fini. Pourquoi le Burkina aujourd'hui est plus le centre, le focus? Parce que il y a une révolution industrielle qui est en marche. Il y a une révolution du développement qui est en marche. Il y a le peuple aujourd'hui. Moi, j'ai regardé le documentaire la dernière fois, j'étais étonné. Le documentaire, toutes les voies du Burkina, les rues, ce sont les pavés et les goudrons. Et vous savez quoi?
l'État n'est même pas en train d'investir dedans. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de financer la construction des voies à Ouagadougou aujourd'hui. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de financer. Mais quand j'ai regardé ça ici, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait au Mali? On insulte papa, maman d'Assimi Goïta. On insulte papa et maman de ceux qui soutiennent Assimi Goïta. Pendant ce temps, c'est affaire des partis politiques. Ce sont des avocats qui veulent nous distraire avec les plaintes par-ci, les plaintes par-là. Pendant ce temps, le peuple burkinabé, tous se sont retroussés les manches et puis ils sont en train de construire le Burkina. Dans 5 ans, vous n'allez pas reconnaître le Burkina, je vous en prie. Dans 5 ans, beaucoup d'Africains vont laisser Dubaï pour venir ici. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi le Burkina est devenu leur obsession. Au regard de ce qui est en train d'être fait, le Burkina est devenu leur obsession. Comment arrêter la machine? Comment arrêter Ibrahim? Parce que s'il le réussit, l'AES, c'est l'AES. Donc, ce qui est intéressant ici, ça c'est fondamental pour nous. C'est fondamental pour nous. Et nous disons infiniment merci au capitaine pour cette prise de conscience collective du peuple burkinabé. C'est parce que le peuple a vu à son président, un président engagé, un président déterminé, que le peuple accepte à son tour de retrousser les manches pour l'accompagner. Je suis tombé sur une intervention du président Ahmed Sékou Touré qui a dit un pouvoir qui ne maîtrise pas sa communication est sujet à multiples tentatives de déstabilisation. Et nous avons compris l'essence de la communication dans la révolution guinéenne. Quand je suis tombé sur ça, j'ai dit waouh. Donc c'est pas pour rien que chaque fois je parlais communication. Je remercie Dieu. J'espère que les gens tireront les leçons. On va continuer avec ceci, la Côte d'Ivoire. Maintenant, on vient à ce niveau. Il y a plein de petits bâtards qui étaient en train d'insulter. Je les ai dégagés sans faire de bruit. C'est pas ça? Voilà, c'est comme ça, ce sera. Bon, nous, on continue. Alors, ici, on va revenir ici. Écoutons ça. Vous allez savoir une chose dessus. Écoutons. Une conférence de presse conjointe de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et la Fondation. Alors, vous allez écouter ceci, je vous en prie. C'est Maître Boka, Sako, pardon, Maître Sako, c'est ça, oui. Bon, on va l'écouter, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, s'est tenue ce mardi 27 mai 2025 au siège de la PECSI. Cette conférence de presse était l'occasion pour Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP, et Ebran Yao Rémy, président du conseil d'administration de la PECSI, de mettre en lumière les saisines de l'ONU et de l'Union européenne relatives au processus électoral de 2025 en Côte d'Ivoire à travers 4 points. 1. Pourquoi la FIDOP et la PECSI ont saisi l'ONU et l'Union européenne? 2. Pourquoi la PECSI et la FIDOP sont... Donc, l'Union européenne et l'ONU ont été saisies. Ce sont les mêmes institutions qui, en 2010, ont mis la main dans la poche pour organiser les élections. Et ce sont les mêmes organisations qui ont soutenu, malgré la vérité, que Ouattara avait gagné alors qu'il n'avait jamais gagné les élections. Donc, l'isolement de Ouattara a commencé. Les gens peuvent ne pas comprendre. Les gens peuvent ne pas dire. Il y a un système dans la gestion politique que je vais vous démontrer simplement. 1. Le fait que les gens saisissent des institutions internationales. Au RHDP,
On s'en fout, on s'en fout. Oui, ce sont les idiots qui vont dire qu'ils s'en fichent. Allez-y demander à Charles Taylor où il est aujourd'hui. Il y a une raison. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Ouattara, ce criminel sans foi ni loi, ce vilain petit monsieur, ce manipulateur corrompu, ce voleur assassin, cet indigne fils d'Afrique, parce qu'il n'est ni burkinabé, ni ivoirien. On ne sait pas ce qu'il est. En saisissant les Nations Unies et l'Union européenne, que les idiots comprennent un seul message. Ce n'est pas que les Nations Unies vont empêcher Ouattara de voler les élections encore. Ce n'est pas que l'Union européenne va obliger Ouattara à mettre le nom de Gbagbo Soro sur la liste. Non. C'est pour que ces institutions soient informées de ce que Ouattara est sur le point de faire. Si jamais ça pète, il y a des morts d'hommes. Hey, Ouattara n'est pas Robert Mugabe. Il n'est pas Paul Kagame. Il n'est pas Museveni. Si ça pète en Côte d'Ivoire, t'as roté Ouattara là. Le Ouattara. On fait exprès pour que ces organisations braquent leurs projecteurs sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pour que Ouattara soit tenu demain responsable. Lui qui ne peut pas faire un mois sans sortir de la Côte d'Ivoire, voilà, s'il fait une bêtise, et puis mandat d'arrêt lancé contre lui, Ouattara va mourir encore. Mais il ne pourra pas sortir. Et les idiots du RHDP ne comprennent pas ça. Venez chez moi, je vais vous enseigner. Idiots que vous êtes. Vous ne comprenez pas que nous sommes en train de tendre des pièges un peu partout. Ouattara ne peut pas faire un mois sans sortir de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez le pousser à commettre des crimes? Bravo à vous. On va écouter. Pose un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. 3. La nécessité de la révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. 4. L'importance d'un consensus minimum sur les conditions d'organisation du prochain scrutin présidentiel. Considérant que, depuis l'élection présidentielle qui s'est tenue en Côte d'Ivoire en 2010, qui fut qualifiée d'élection de sortie de crise, la communauté internationale s'est mobilisée et s'est impliquée activement dans le processus électoral ivoirien. Non seulement avec un accord financier très important de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, avec les déploiements de dizaines d'observateurs internationaux, et surtout avec la désignation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en tant que certificateur de l'élection présidentielle de 2010. Considérant que c'est essentiellement grâce à la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union européenne, que M. Alassane Ouattara, alors reconnu à l'international comme le président élu à l'issue du scrutin de 2010, a pu accéder effectivement au pouvoir d'État dès le 11 avril 2011, convaincu que dans la phase de reconstruction post-électorale de la Côte d'Ivoire de 2010 à ce jour, ces deux grandes institutions internationales ont toujours accompagné le président Alassane Ouattara et ses gouvernements successifs par les financements de divers programmes. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEX, qui regroupe 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, et qui est ici représentée par son président du conseil d'administration, M. Gebrek Yao Rémy, et la FIDO, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, représentée par son fondateur et président d'honneur, Dr Boga, demandons à l'ONU, en tant que garante de la paix dans le monde, mais aussi et surtout à l'Union européenne, qui semble avoir un parti pris en faveur du pouvoir d'Abidjan,
de se préoccuper avec nous des populations ivoiriennes, des sérieuses menaces qui planent à nouveau sur la paix en Côte d'Ivoire et qui angoissent toutes les populations vivant dans ce pays, nous leur demandons de s'impliquer du fait d'une crise préélectorale qui est née de la radiation des principaux leaders politiques de l'opposition de la liste électorale, en l'occurrence M. Cheikh Tidiane Thiam, subissant désormais le même sort que M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Guidé et M. Guillaume Tibafori Sow. Il vaut mieux, selon nous, agir maintenant pour prévenir plutôt que de prétendre guérir demain. Nous, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et la FIDOC, Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme de la vie pacifique, prenant pour témoins les communautés nationales et internationales. Nous rappelons qu'avant l'adoption de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, écoutons bien. Le président Alassane Ouattara et ses proches collaborateurs avaient assuré le peuple ivoirien de ce que le vote de cette nouvelle constitution ouvrant la Troisième République et consacrant également les 2 mandats présidentiels ne permettrait aucunement au président sortant de candidater pour un 3e mandat présidentiel. Voilà. Nous rappelons également que le 5 mars 2020, devant le Congrès, le président Ouattara avait pris l'engagement devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, tout entier, de ne plus briguer un autre mandat. Et il avait donc, suite à cela, désigné son candidat à la présidentielle de 2020, à la personne de l'ex-premier ministre Père son âme, Bon Coulibaly. Alors, voilà ce qui pour nous, je répète encore, est une menace grave concernant la stabilité politique, parce que créer une instabilité en Côte d'Ivoire, tout de suite, le bouc émissaire sera trouvé. Vous êtes sur les réseaux, vous entendez les gens parler. Je répète, créer une instabilité en Côte d'Ivoire, tout de suite, le bouc émissaire est trouvé. Et l'Union européenne, qui a une haine viscérale vis-à-vis de l'Iran, la Chine, la Russie, qui sont des partenaires stratégiques de nos 3 États. Alassane Ouattara, alors, se propose d'être le dernier rempart de l'influence russe et chinoise en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique. Donc, se porter garant de mener ce combat au nom de l'Union européenne sans impliquer l'Union européenne, vous croyez que cette Union européenne va intervenir et dire à Ouattara de mettre Gbagbo? Surtout lorsqu'on dit à cette Union européenne, Gbagbo, ce sera la Russie et la Chine. Soro, ce sera la Russie et la Chine. Tidiane Thiam, ce sera la Russie. Alors, déjà, des faux documents, ce que les Ivoiriens ignorent. Et il semble que Alassane Ouattara a bien verrouillé autour de lui, donc les hiboux de Chris Yapi n'arrivent plus à intercepter quoi que ce soit. Sinon ça, c'est une information que Chris Yapi devrait avoir. Si moi j'ai ça, lui doit avoir. Ouattara a déjà envoyé des documents, des lettres aux dirigeants de l'Union européenne et à l'Union européenne à Bruxelles pour leur dire qu'il est le seul rempart entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et les intérêts de l'Union européenne
dans la sous-région et en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous pensez que cette Union européenne va faire? Voilà la réalité. Alors, je vais vous faire écouter ceci. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa. Je vais revenir un peu ici. Je crois que... La police, lorsqu'on fait une manifestation dans un cadre démocratique. Attendez, c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a une partie de Tissé Ibrahim Bakoro que je vais voir. Meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ce qui se passe, oui, se rendant compte qu'elle ne pouvait pas faire le plein du stade Félix Houphouët-Boigny, a rusé. Est-ce que l'opposition nous a dit qu'elle n'était pas en mesure de remplir le stade? Moi, j'ai dit clairement qu'il y a des images qui existent, on a vu, on a réprimé des manifestants. Est-ce que vous, en tant que démocrate, vous cautionnez cela? En 2000, nous avons voulu faire, nous, presque la même chose, c'est-à-dire un meeting au stade Houphouët-Boigny. Écoutez bien. Avant même qu'on arrive au stade Houphouët-Boigny, Ali Koulibaly, actuel ministre de l'Intégration, Kone Kafana, secrétaire général adjoint du RD chargé de l'organisation, ont été pris. Le fils de Mme Aliette Dati Diabaté a été pris. Voilà à quelle occasion nous avons eu le premier charnier de Côte d'Ivoire. Passons à autre chose, le référendum a eu lieu. Ça, bien entendu, mais aujourd'hui, la guerre des chiffres. Parce que vous estimez que le taux de participation est de 42%. En tout cas, c'est les chiffres officiels qui ont été annoncés. Mais l'opposition estime que le taux de participation serait entre 3 et 5%. Il y a un gap terrible entre vous et l'opposition. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Les chiffres qui ont été donnés ne sont pas les chiffres donnés par Hassan Ouattara. Les chiffres qui ont été donnés n'ont pas été donnés par Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur. Les chiffres qui ont été donnés par la commission dont l'existence se trouve dans la Constitution, celle qui vient de mourir, à savoir la CEI, la Commission électorale indépendante. C'est elle qui dit, c'est elle qui a été chargée par nous tous, tous les Ivoiriens de toute la classe politique, pour s'occuper de l'opposition parle de trucage de ces chiffres, justement. Apparemment, c'est des chiffres truqués. C'est elle qui dit que le taux de participation a été de 42,42%. Alors, dans cette commission, le représentant du FPI est intervenu largement dans la presse, je veux dire, à Fraternité Matin, mais également dans notre temps, pour dire... Donc, le chiffre, le taux de participation, c'est 42,42%. On passe, on va aborder autre chose, on va parler surtout des innovations qui terminent de se poser. D'abord, il y a un poste nouveau de vice-président qui a été créé, il y a un Sénat qui a été institué, on rendrait l'école obligatoire pour tous, et l'allègement des conditions d'éligibilité désormais en Côte d'Ivoire. Certains nombre d'Ivoiriens se sont prononcés sur ces innovations. Je vais vous donner juste lecture de la réaction d'un acteur de la coalition du nom qui dit ceci, citation. Le projet de nouvelle constitution détient en son sein beaucoup de gangrènes. À lui seul et avec tous les pouvoirs qu'il a déjà, le président de la République choisit un tiers des sénateurs. C'est encore lui qui nomme le vice-président. Le peuple est où dans tout ça? Fait de citations. Qu'est-ce que vous répondez à ce Ivoirien-là? Je dis à ce Ivoirien que je le comprends. Que le président de la République a trop de pouvoir, justement. C'est son droit de le dire, c'est de bonne idée. Ben, je vais lui répondre de la manière la plus simple possible. Oui, je vous en prie. D'abord, la création du Sénat. Le président était déjà d'accord avec l'ex-président en 2010. Lors du débat qui les a confrontés, ils étaient territorial, soit mieux présenté. Maintenant, la nomination du tiers. Il y a, tout ça, ce sont des débats qui ont eu lieu. C'est pas ça? Mais moi, il y a un élément fondamental que je vais vous faire écouter. Et puis on va continuer. Un seul élément. J'espère que on pourra, voilà. Les obédiences de toutes les... Vous ne dites pas encore pourquoi le président a eu le tiers des sénateurs. Et ceux-là, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont sur le carreau. Beaucoup d'entre eux ont été surpris par la retraite. Oui, mais on aurait pu, le moyen par lequel on désire les autres membres du Sénat, on aurait pu procéder de la même manière pour tous les membres. Beaucoup d'entre eux ont encore quelque chose à donner à l'État du Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le président de la République a considéré que, en tout cas, jusqu'à une révision de la Constitution, il faut permettre à ces gens, en les nommant, un tiers, en les élisant, par exemple, ils n'auraient pas joué le même rôle, ils ne sont peut-être pas demandeurs. On va passer à autre chose, M. Makongo. Du fait de la crise internationale, quand même, que connaît le monde entier aujourd'hui, certains pays ont fait l'option de diminuer le
le train de vie de l'État. C'est ça. Dans certains pays, on a même supprimé le Sénat. Quand on voit la Côte d'Ivoire aller s'arroser encore des institutions qui soient budgétivores, on se demande si on est toujours. Sur ce point, on a un malentendu. Avec ceux qui parlent de budgétivores, ceux-là ne sont pas pertinents, ils ne sont pas éloquents quand ils parlent de budget, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le budget, ils ne savent pas comment on confectionne un budget. Voilà des Ivoiriens qui disent on ne comprend pas pourquoi le Sénat, il insulte les Ivoiriens. Ils ne savent pas comment constituer un budget. Cette arrogance. Mais il y a une seule partie qui m'intéresse. Ça, c'est les Boissous. Hein. Il y a une seule partie qui m'intéresse. On va aller. Le Sénat aura le budget, même si c'est un fois. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que ce budget va venir renchérir le coût de la vie? Nous avons fait une simulation. Qui dit quoi? Puisque les gens nous parlent de budget. Peut-être qu'ils savent même pas comment ça va être fait. On a pris le budget 2015 de certains ministères, on a regardé, on a trouvé dans ce budget-là ce qu'il faudrait pour financer 2 fois le Sénat. Si vous trouvez, là où vous avez payé ce budget-là, ce budget aurait pu servir à autre chose. On a senti quand même un forcing du pouvoir ivoirien. Je ne sais pas ce que ça veut dire forcing. Mais est-ce que ça ne cache pas quelque chose selon vous? Peut-être que c'est vous qui devez me dire ce que ça cache. Vous voulez que je vous le souffle? Ça se dit que cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Vrai ou faux? Alassane Ouattara. C'est ma question à deux. Voilà. Non. Maintenant, je demande à chacun de vous, à chacun de nous, prêtons une oreille attentive et puis écoutons. C'est ici que j'attire votre attention. Certainement, vous avez déjà entendu, mais il y a plusieurs façons d'entendre, d'écouter et de comprendre la même chose. Les mêmes propos sortis de la bouche de la même personne. Il y a plusieurs façons de comprendre et puis d'écouter. Je vous en prie, écoutons bien. Et ça va vous permettre de comprendre ce qui est en train de se préparer aux autres. Ce que nous avons dénoncé depuis longtemps. Ça vous permettra de comprendre que la déstabilisation de l'AES, c'est un agenda qui fait partie du cliché politique de Ouattara. Déstabiliser l'AES, pour quel motif? Parce que quand on nous dit on veut déstabiliser, les gens ne nous disent pas trop souvent. Le Burkina en parle, parce que on rentre pas trop certainement dans les détails, ça je peux comprendre. Mais il faut que nous on explique pourquoi nous disons que Ouattara est à l'œuvre pour l'Union européenne, pour certaines entreprises, les multinationales européennes. Écoutons. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Pourquoi? Et pourquoi? 1983. Monsieur Cissé Ibrahim Bakongo, est-ce que la nouvelle constitution donne la possibilité, je dis bien la possibilité au président Alassane Ouattara d'être candidat? Il dit non. Il dit ah. Pourquoi? Il dit l'article 183. L'article 183. Permettez-moi une seconde, je viens. Alors, l'article 183. Permettez-moi. Article 183. Article 183 de la Constitution ivoirienne. Alors, voilà ça. L'article 183. On va chercher à comprendre que dit l'article 183. Alors là, ça c'est fort. Ah, 183. Ok. Où est ça? Où est l'article 150, 182, 155, 100. Si la cour, ok, ça c'est trop compliqué. On va aller à l'article 183, on va aller 155 d'abord, pour que tout le monde puisse comprendre. On va revenir, parce que ce qu'il a dit, on va lire. On va lire ce qu'il a dit. On va pas aller dans, ok, je vais revenir ici, j'espère pouvoir le lire pour vous. Alors, oh là là, ça c'est ça qui m'énerve sur ces trucs-là quand
vous avez l'information, on vous empêche de... Ok, ça c'est pas ce que je veux. Où ça y est, cet article, l'article, où là? L'article 55. On va écouter. L'article 55 de la Constitution ivoirienne qui se trouve dans le texte de la Constitution de 2016 stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est également élu au suffrage universel direct. Le candidat à la présidence doit être ivoirien. Patati patata. Bon, tout ça vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Là où là, ok. Maintenant, l'article 183 nous dit que ok, oui, l'article 183. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste, hey, 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 hey. Attendez, hein, je vais vous ramener à 183 rapidement, 183 rapidement. Hey, hey, Ouattara, t'es dangereux. Donne-moi une seconde, on va lire ça rapidement et puis on va évoluer. 101, 183, ouais, 183, 183. Je vais lire ça pour vous rapidement, on va continuer. 183, 148. Oh là là. 155, 153. On est déjà arrivé à 183. Voilà, 175, 180. Voilà. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne constitution reste applicable. En d'autres termes, l'article 183 est le verrou qui empêche Alassane Dramane Ouattara de briguer un autre mandat. Et hier, vous avez entendu l'idiot, le menteur, le voleur, le corrompu. Marcel Amontano dit qu'il a été induit en erreur. Et il a pris le pire exemple qu'on pouvait imaginer. Même un analphabète ne prendrait pas ça comme exemple. L'achat d'une nouvelle voiture. L'article 183 dit qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Mais ici, pourquoi l'article 183 est violé? L'article 183 est violé pour la simple bonne raison. Je reviens encore ici. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances. C'est-à-dire que la Constitution en vigueur, c'est la Constitution de 2000, celle qui a été proposée par le général Robert Gueye. Et la nouvelle Constitution, c'est celle de Alassane Ouattara de 2016. Et les dispositions restent applicables, sauf s'il y a un changement de nouveau texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans l'article 55, par exemple, il n'y a aucun changement à ce niveau. Donc, logiquement, l'article 55 reste applicable dans la nouvelle Constitution. Donc, Ouattara ne peut pas être candidat. Et là, on nous a manipulé, on nous a menti, que Ouattara, qui connaît la Constitution mieux que moi? C'est moi qui ai proposé la Constitution. Voilà ce qu'a dit Alassane Ouattara aux Ivoiriens. Mais ça devient intéressant. À cette époque, quand il parlait, il n'y avait pas d'AES. Il n'y avait pas d'AES, il n'y avait pas d'Assimi Goïta, il n'y avait pas d'Ibrahim, il n'y avait pas de Tiani. Mais aujourd'hui, on estime que l'influence russe est en train de gagner l'Afrique de l'Ouest. Et les Européens, sur le sol, ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'ont ni gaz, ni pétrole, ni uranium. Mais tout ça, ça se trouve où? Et ils ont besoin de ça pour assurer la survie de l'Europe. Et nous avons ça en quantité industrielle chez nous, dans notre sous-sol. Le Mali, le Niger et le Burkina. Donc, ils ont besoin de notre or, de notre uranium, de notre gaz, de notre pétrole. Et Ouattara dit, je suis le rempart qui va empêcher la Chine et la Russie d'avoir leur mainmise sur ces ressources-là. Je ferai tout pour que ces ressources-là vous soient disponibles. Voilà la réalité.
Dans cette déstabilisation, vous croyez que l'Union européenne est étrangère? Tous les Ivoiriens savent que Ouattara est pingre, c'est un voleur. Ouattara ne prendrait jamais l'argent et l'investit comme ça. L'argent vient d'ailleurs. D'où vient cet argent? Nous ne contrôlons même pas la production de notre propre monnaie, la fabrication de notre propre monnaie. Donc Ouattara est la main armée aujourd'hui de l'Union européenne pour empêcher, selon eux, l'influence russe et chinoise dans la sous-région. Donc lui se propose de mener ce combat. Mais quand la Russie frappe un jour, vous voyez l'Union européenne parler. Quand la Russie a un problème, quand c'est la Russie, la Turquie, quand ils ont un problème avec leur, comment on appelle ça, avec les opposants, regardez l'opposant à Vladimir Poutine. Comment l'Europe a porté sur son dos le fardeau de ce combat-là. Alexandre Navalny, je crois, celui qui était opposé à Vladimir Poutine. Vous avez vu comment l'Union européenne a fait de ça son combat. Mais pourquoi l'Union européenne ne fait pas de Charles Blé-Goudé, Sorodio, Tidiane Diam, Bagouleur, pourquoi l'Union européenne n'a fait pas leur combat? Parce qu'ils étaient certains qu'avec Navalny, ils allaient avoir accès aux ressources de la Russie, si jamais ce gars-là passait. Donc, il faut le soutenir et l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse avoir la main sur les ressources de la Russie. Mais ayant échoué, la Russie est en train de s'implanter solidement en Afrique de l'Ouest. Et beaucoup de gens ne voient pas ce jeu politique-là, c'est-à-dire le déplacement du conflit russo-ukrainien. C'est déjà réglé, ils savent que c'est fini, Poutine ne peut plus cesser guerre. 3 jours d'affilée, plus de 1400 bombes ont été larguées sur le territoire ukrainien. En 3 jours, même l'intervention de Trump n'a pas empêché Poutine de frapper. En 3 jours, plus de 1000, c'est plus que ça, je crois. Parce que la date d'aujourd'hui, c'est à peu près 200 et quelques. Si vous ajoutez aux 1300 les 2 derniers jours, donc à peu près 1500 à 1600 drones, missiles, intervention des avions de chasse, à peu près 1500 en 3 jours. Eux qui disaient que c'était fini pour la Russie, c'est fini, blablabla, aujourd'hui se retrouvent face à cette réalité. Alors, la réalité, c'est quoi? Ils veulent déplacer ce conflit-là en Afrique de l'Ouest. Donc, créer l'instabilité et empêcher nos pays d'exploiter leurs ressources. Donc, utiliser cette instabilité dans nos pays pour attaquer nos présidents, pour vilipender nos présidents, pour jeter nos présidents à la vanité populaire. Voilà en réalité ce que les gens préparent contre nos États. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Et Ouattara s'est proposé comme le garant, comme celui qui va mener ce combat. Ouattara s'est proposé comme celui qui doit mener ce combat. C'est pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui, vous ne voyez pas l'Union européenne agir encore. Sinon tout le monde serait sur le point de se poser qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. On les voit intervenir dans ce qui se passe aux États-Unis avec Trump concernant les immigrants illégaux. On les voit intervenir dans ce qui se passe en Inde, en Iran, en Chine. Mais ce qui se passe en Chine, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Il nous appartient à nous de nous poser la question. Est-ce que nous devons rester là silencieux et voir cet idiot de président, ce maléfique et maléfique président, nous apporter les malheurs? Non. Ouattara, il s'en fout du respect de la Constitution, je vous le dis aujourd'hui. Il s'en fout. Marcel Amotano, il a été clair. Adoumani a été clair, Touré Mamadou a été clair, le RHDP dans son ensemble est clair. C'est Alassane Ouattara notre candidat naturel. Donc, il n'est pas question pour eux d'envisager une autre candidature en dehors de celle d'Alassane Ouattara. Maintenant, Ouattara, il va d'abord déployer une machine de guerre derrière pour soutenir sa candidature. Il va aller sur 2 fronts.
C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, il faut que l'opposition se réveille. Parce que Ouattara va agir avec une certaine brutalité, mais comme il est malin, il est en train de tâter le terrain d'abord pour voir la réaction des puissances étrangères. Il est en train de tâtonner le terrain, il voit qu'il n'y a pas de réaction. Il voit qu'il n'y a pas de réaction. Il est en train de réfléchir pour voir le bon moment. Et Ouattara, je vais vous faire une confidence, Ouattara ne frappera pas seulement les Ivoiriens en même temps. Ouattara est en train de préparer un coup dans le Sahel, là où il peut, sachant même qu'il ne peut pas changer grand chose dans le Sahel. Mais, avec ses soutiens impérialistes, lancer des attaques terroristes, amplifiées par un narratif imposé dans les chaînes de télévision françaises, et pendant ce temps, ils tuent et martyrisent la population ivoirienne. Donc, ils vont amplifier l'information sur les attaques terroristes et minimiser ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà comment Ouattara est en train de faire cette planification diabolique et satanique. Je suis en train de faire ici une révélation, si vous voulez prendre ça comme ça, que très peu de... J'ai pas envie d'être un peu arrogant, mais très peu de personnes ont vu ça venir. Je le répète, Ouattara est en train de faire une planification pour des actions simultanées et spontanées, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le Sahel. Ils ont été surpris par Djibo. Ils ne s'y attendaient pas à Djibo. Donc, il faut reprendre encore. En d'autres termes, ils ne pourront pas nous battre sur le terrain, mais il aura besoin, lui, Ouattara, de distraire l'opinion internationale avec des attaques terroristes dans le Sahel, lui permettant de mater l'opposition en Côte d'Ivoire. Donc, en allant sur deux terrains différents, il va amener les critiques occidentales vers le Sahel et lui s'abattre sur les Ivoiriens. Alors, c'est pourquoi je vais dire aux Ivoiriens, il faut que la communication soit agressive. Ça, c'est un. Il faudrait que les Ivoiriens ne se laissent pas intimider. Parce que Ouattara a juste besoin d'un ou deux jours de violence pour créer la panique et la psychose au sein de la population ivoirienne. Et cela lui donnera le temps d'imposer son agenda politique, c'est-à-dire sa réélection. Il a besoin de ça pour passer les élections. Les élections, une fois terminées, il va continuer ces multiples tentatives de déstabilisation dans le Sahel, sachant bien qu'il n'aura pas gain de cause, mais toujours continuer avec un narratif déjà connu d'avance. Voilà pourquoi, peuple ivoirien, j'invite les autorités de l'opposition politique en Côte d'Ivoire d'arrêter de rêver, parce qu'ils ont en face d'eux un criminel qui a juré de faire tomber le Sahel alors qu'il ne peut pas. Mais il a juste besoin de temps. Et ça fait combien de temps je vous dis que Ouattara travaille sur le temps? Ça fait combien de temps je répète ces mêmes choses? Ouattara veut gagner du temps. Ouattara veut gagner du temps. Mais il veut gagner du temps pour quoi faire? Il a encore des Maliens à son service, des Burkinabés à son service, des Nigériens à son service. Ils ont des informateurs dans le pays, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Ils ont une force parallèle installée le long du lac Tchad. Ils ont des gens qui recrutent au sein de Boko Haram. Donc ils auront toujours ce réservoir-là de terroristes. L'objectif, c'est de créer la panique et chez nous, et la panique en Côte d'Ivoire. Il ne va pas utiliser le terrorisme en Côte d'Ivoire, mais il va utiliser la force répressive légale pour violenter au maximum les Ivoiriens. Pendant ce temps, pistonner aussi les groupuscules terroristes dans le Sahel. Voilà ce que Ouattara est en train de préparer. Malheureusement, quand je ne peux pas envoyer mon petit Chris Sapé parce que lui n'est plus à la page, il n'a plus les moyens, il a été verrouillé et chassé, il n'a plus droit à l'information. Donc, j'allais lui dire, va chercher l'information et puis tu viens de nos Ivoiriens. Va chercher la confirmation.
Mais nous disons une seule chose au peuple de Côte d'Ivoire, souhaitant que Ouattara ne nous oblige pas à aller le chercher. Parce que si Ouattara nous oblige, on ira le chercher au palais présidentiel, le ligoter et le livrer à la population ivoirienne. Il appartiendra aux Ivoiriens de défier la violence de Ouattara. Ouattara ne comprend qu'un seul langage. Ouattara ne comprend qu'une seule chose. C'est de répondre à la violence par la violence. Évidemment, il y aura des blessés, il y aura des victimes, ça c'est certain. Mais si vous ne voulez pas de blessés, de victimes, alors acceptez de subir ce que Ouattara va vous imposer. Alors vous voulez renoncer à cela? Vous voulez dire non? Alors il faut vous armer de courage, de force, de détermination et d'engagement. Levez-vous pour dire non à Ouattara. Et allez au charbon avec les forces de l'ordre qui vont faire sortir. Parce que eux-mêmes là, à un moment donné, ils vont dire trop c'est trop. À un moment donné, eux-mêmes vont refuser d'exécuter l'ordre. C'est comme ça que les coups d'État subviennent, non? À un moment donné, les gens disent non, non, on peut plus. Eux-mêmes là, ils vont dire on peut plus. Alors Ouattara sait très bien, et Ouattara sait que à tout moment, si les Ivoiriens sont soudés et solidaires, si les Ivoiriens sont déterminés et engagés, Ouattara sait au nom de Dieu, Ouattara sait qu'il va tomber. Mais il veut créer la psychose pour empêcher les Ivoiriens de réfléchir à l'opportunité ou à l'option d'insister et persister pour que lui il tombe. Donc pour éviter même que les Ivoiriens ne passent à ça, il veut être violent et brutal dans la répression. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.